guerre a été déclarée, puis Royan a vu arriver un certain nombre de réfugiés. Oui, mais là j'ai un souvenir assez précis, pour la bonne raison qu'il est arrivé un nombre de réfugiés considérable et on avait dans notre maison rue de l'Hôtel de Ville, on avait reçu pour leur permettre de dormir, il y a tout à la fois un diamantaire qui venait de Hollande, hein, avec, je me souviens, sa petite mallette. On peut supposer qu'il transportait sa plus grande richesse, c'est-à-dire les diamants. Et il y avait quand même un personnage étonnant, c'était un militaire de l'armée belge, du premier régiment royal, qui avait un éclat d'obus sur le sommet de la tête, et je l'avais récupéré le soir. Il était venu dormir chez nous, il avait dîné, et il n'avait qu'une idée, c'était partir plus loin, traverser la Gironde. Mais il avait et son fusil et son pactage. Autrement dit, il voulait continuer à se battre. Et puis le troisième, c'est moins glorieux, c'était un officier français. On se demande ce qu'il faisait là. Il n'était pas avec son unité, et c'est pareil, il était venu frapper à la porte pour pouvoir trouver un logis pour le soir. Voilà. Mais ça, c'était peu avant l'arrivée des Allemands, ça. Mais le nombre de réfugiés était considérable. Considérable. C'est difficile à évaluer, d'ailleurs. Il y a des chiffres qui ont été avancés en disant qu'il y en avait 10 ou 15 000. On n'en sait rien. Et il n'y a pas eu de comptabilité, absolument pas. Ah ben, j'ai un souvenir très précis de leur arrivée, oui. J'étais sur le port, moi, dans l'après-midi. Il était à peu près 16 heures. En fait, d'après les bruits qui couraient, on les attendait d'un moment à l'autre. Malgré les consignes que nous avaient données nos parents avec mon frère, on voulait voir ce qui se passait. Et j'ai vu arriver cette colonne blindée qui s'est arrêtée juste devant un café qui s'appelait le Grand Café Judici, et en face une boutique de la maison Tamisier. La maison Tamisier, je ne sais pas, vous en avez entendu parler, c'était les berlingots, le nougat, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est que pratiquement tout avait la même couleur. Les véhicules étaient gris, de poussière, les uniformes étaient gris, les casques étaient gris. On ne voyait que les yeux des Allemands au ras de la visière des casques. C'est mon souvenir, non pas de jeune homme, quoi. Enfin, ça avait été absolument... on ne peut pas dire que ce soit correct ce qui s'était passé, mais il n'y avait eu aucune particularité de leur comportement ce jour-là et à ce moment-là. Oui, disons que on avait reçu un appel pour les jeunes de notre génération pour faire de la préparation militaire accélérée, c'est-à-dire pour nous préparer, le cas échéant, à prendre les armes pour défendre la France, tout simplement. Et la veille de l'arrivée des Allemands, on était encore dans les bois de Pontaillac. Nous étions une douzaine, pas beaucoup plus, à ramper sous les barbelés et faire des simulacres de self-défense, de close combat. Le mot n'existait pas à ce moment-là, mais enfin, c'est ce qu'on apprenait, ou à peu près. Et nous sommes rentrés à la caserne de Champlain à l'époque, pas à la tombée de la nuit, vers 7h, 7h30, 8h, j'ose pas le dire, sous les colibés des militaires qui étaient aux fenêtres, les militaires, les vrais, quoi. Il y avait un régiment à Royan. Je me souviens plus quelle était l'arme exactement. Voilà. Enfin, ça n'a rien de glorieux, vous savez. En fait, il y a une sentinelle allemande qui a été tuée d'un coup de revolver, paraît-il, au Golf Hotel. Et le résultat a été très rapide. L'armée d'occupation a fait arrêter une dizaine de conseillers municipaux dont mon père faisait partie. Et ils ont été déclarés comme otages de la ville de Royan. J'assistais, moi, à pas leur embarquement, mais
le fourgon qui les transportait s'était arrêté rue de l'Hôtel de Ville et j'avais pu voir mon père qui m'avait demandé de lui passer son couteau. C'est amusant, mais il avait eu un réflexe de défense, ne sachant pas où il allait, et j'ai réussi à lui faire passer son couteau au travers du grillage du fourgon. Et de là, ils ont été incarcérés d'abord dans les caves d'un hôtel à Pontagnac, puis ensuite transférés à La Rochelle. Transférés à La Rochelle, et ma mère, qui parlait remarquablement l'allemand, était entrée immédiatement en relation avec la commandanture à Royan, puis ensuite avec la commandanture à La Rochelle. Et je ne sais pas si c'est au résultat de son intervention, mais tout au moins elle y a contribué. Elle y a certainement contribué. Les otages ont été libérés pratiquement 3 semaines ou 1 mois après. Je ne me souviens plus exactement. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'immédiatement, nous avons été réquisitionnés, moi et quelques autres, pour garder le Golf Hotel dans lequel se trouvait c'était le commandement de la marine. Voilà. Alors on gardait les accès au Golf Hotel toute la nuit. Voilà un exemple Évidemment, on ne se rendait pas compte à notre âge, à 17 ou 18 ans, on ne se rend pas compte ni des dangers, ni on a peur de rien. Autrement dit, c'est la nature de cette garde. Pour nous, je ne dirais pas que ça présentait aucun intérêt particulier, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez quitté Royan, vous, assez rapidement. Eh bien, ensuite, on a été réquisitionné à nouveau, mais ça, c'était pour garder le câble. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le câble téléphonique qui reliait Royan à Rochefort. Alors, on était embarqués le soir devant la mairie, vers 6h30, 7h. On nous débarquait sur la route de Rochefort, vers l'Aiguille, par là, et on gardait le câble toute la nuit. Et on était ramassés le matin. Et on nous avait dit que si le câble était coupé, eh bien, en principe, nous aussi, on pouvait en subir les conséquences.